Et cette simple petite publication m'a rapporté à l'heure où je vous parle un peu plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. Et ce petit bâtard, il reprend toutes mes vidéos une par une. C'est que je sais qu'il n'aura pas la détermination et le courage pour prendre cette deuxième pilule bleue. Parce qu'ils ont trouvé des codes pour tricher, mais dans la création de contenu. C'est parti. Donc l'idée, je vais vous partager toute la conf. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. L'idée, c'est que ça soit quand même un minimum interactif. Et comme ça, si vous avez n'importe quelle question, vous me la posez. J'essaierai de m'arrêter. De toute façon, il y aura des moments où on aura des échanges. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous explique concrètement, moi, le chemin qui m'a permis de réunir 800 000 abonnés sur les réseaux. Et je vais vous expliquer tout mon storytelling, comment j'ai fait, comment j'ai utilisé le super pouvoir de la vente et que je l'ai appliqué sur les réseaux sociaux. Et l'idée, je vous donnerai aussi 2-3 clés que j'ai repérées chez mes amis influenceurs. Alors, il y a 2 ans, alors que j'étais tranquillement assis au restaurant avec ma copine, mon portable a commencé à vibrer dans une frénésie de dingue. Je recevais des notifications de vente, des messages de personnes qui voulaient travailler avec moi, alors que je n'avais fait aucune action de communication. La raison était simple, Michael Aguilar, 200 000 abonnés sur LinkedIn et star inconditionnel de la vente aujourd'hui sur tous les réseaux, c'est le conférencier numéro 1. Il avait fait cette publication dans laquelle il expliquait que pendant le Covid, il avait suivi plusieurs formations et que parmi les dizaines de formations qu'il avait achetées, il n'y en avait que 3 qui l'intéressaient vraiment. Parmi les 3, j'avais la chance de figurer, directement dans la première place. Et il expliquait qu'il avait acheté ma formation sur LinkedIn, qu'il l'avait aimé, qu'il avait obtenu des résultats. Et donc, il a invité son réseau à aller directement acheter ma formation. Et cette simple petite publication, qui a peut-être dû lui prendre 5 minutes à écrire, m'a rapporté à l'heure où je vous parle un peu plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. J'ai juste halluciné du pouvoir de Michael. Je me suis dit, mais c'est dingue. Ce gars a fait une publication et il m'a fait mon chiffre d'affaires pour les 3-4 prochains mois. Je me suis dit, mais c'est dingue. Mais ce gars, si aujourd'hui il fait un livre, mais ce livre est sûr de faire un carton. Il fait 3-4 publications sur LinkedIn et directement, c'est le jackpot. Je me suis dit, mais c'est dingue. Mais si ce gars commence à faire une publication pour dire, les gars, je viens de faire une nouvelle application, je viens de faire une nouvelle formation, à chaque fois, c'est un carton plein. Et donc, ma première pensée, c'était de me dire, bon, ok, il faut que je me débrouille pour que Michael fasse d'autres publications parlant de moi. Et j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, non, en fait, il y a quelque chose d'encore mieux qu'on pourrait faire. Ça serait bien que ce soit moi qui parvienne à avoir la même force de frappe que Michael. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais jouer un petit peu à l'américaine. Et je me suis dit, bon, ok, 2021, ce que je vais faire, c'est que je vais m'obliger à faire 365 publications sur LinkedIn. Je me suis dit, il n'y a aucun moyen, je vois que Michael, il est actif, il fait des publications tous les jours, donc je vais faire exactement comme lui. Sauf que, au début, moi, je m'étais dit, bon, tranquille, je vais essayer de faire des publications. Je me dis, allez, au début, ça va être compliqué, mais au fur et à mesure, ça va commencer à bien marcher. Je vais commencer à avoir des premiers résultats. Il va y avoir des gars qui vont liker de plus en plus mes publications. Sauf que ça s'est pas exactement passé comme prévu. L'idée, c'est que, mais malgré mon abnégation, malgré le fait que j'ai insisté, je chopais parfois 4 likes et c'était souvent mon père, ma mère, mon cousin et ma grand-mère quand elle arrivait à utiliser LinkedIn qui venaient liker ma publication. Et très sincèrement, j'ai essayé de m'accrocher au début, mais franchement, c'était galère. Et donc, je me suis rapidement retrouvé comme ce gars à me fracasser la tête sur le bureau parce que j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Et finalement, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même de m'accrocher et j'ai essayé de chercher à craquer le code. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé de publier, allez, plus de 2 semaines sur les réseaux? Une personne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de tenir plus d'1 mois? Ah ouais, quand même. Est-ce qu'il y en a qui tiennent depuis 6 mois une publication quotidienne chaque jour? Ah ouais, bah bien. C'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a simplement mais un très faible pourcentage des gens qui arrivent à s'accrocher. Et donc moi, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire pareil, je vais essayer de m'accrocher, je vais essayer vraiment de tenir le rythme. Et j'ai analysé les meilleurs youtubeurs, influenceurs, tiktokers de notre monde. Je me suis dit, quitte à vraiment essayer de craquer le code et à essayer de m'accrocher, je vais pas simplement me contenter d'analyser les gars qui sont dans la niche business, je vais vraiment voir quels sont les gars qui ont le plus d'influence sur les réseaux. Et c'est intéressant parce que j'ai remarqué qu'en fait, ils avaient des points communs. Ils avaient tous des points communs et il y avait des stratégies qui étaient intéressantes, il y avait des choses qui étaient assez puissantes. Mais quand j'ai continué à les analyser, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas qu'une question de stratégie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en fait, je me suis rendu compte que
on est en train de basculer dans un nouveau monde. On est en train de basculer dans une nouvelle économie où la ressource la plus chère du monde n'est plus celle des siècles précédents. Je vous explique. Si on fait un petit bond dans le passé, au 19e et au 20e siècle, les gars qui avaient le plus d'influence et les gars qui étaient les plus riches de l'époque, c'était des personnes comme Rockefeller. Vous connaissez Rockefeller? Rockefeller, un magnat du pétrole. Le gars, il avait donc des millions, voire des milliards, si on compare à la monnaie actuelle, et il vendait donc du pétrole. Ou alors, il y avait des gars comme Paul Getty. Paul Getty, c'est un gars qui vendait de l'huile. Il vendait de l'huile, et pareil, il faisait partie avec Rockefeller. Il est moins connu que Rockefeller, mais il faisait aussi partie des gars les plus riches de l'époque et les plus puissants. Et en fait, ce qu'ils avaient en commun, les deux, c'est qu'ils vendaient de l'énergie. Et à l'époque, au 19e et au 20e siècle, la monnaie qui était la plus puissante, c'était l'énergie. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que les nouveaux Rockefeller et les nouveaux Getty de notre temps, c'est des gars comme MrBeast ou Kylie Jenner. Et je sais que ça peut paraître bizarre de se dire que c'est eux les nouvelles personnes les plus influentes, mais MrBeast, vous le connaissez ou pas? MrBeast, c'est quand même un gars, accessoirement, c'est un YouTuber. On lui a proposé de racheter sa chaîne YouTube pour 1 milliard d'euros à 23 ans. Et si jamais il avait accepté la transaction, ça aurait fait de lui le plus jeune milliardaire de l'histoire, le self-made milliardaire. Donc déjà, il aurait marqué à jamais l'histoire de l'humanité simplement en acceptant de vendre sa chaîne YouTube. Et selon le Washington Post, MrBeast est la future personnalité la plus influente du monde. Normalement, si tout se passe bien, dans les prochaines décennies, s'il continue son ascension, MrBeast sera la personne la plus riche du monde. C'est incroyable. Ensuite, vous avez d'autres personnes comme Kylie Jenner. Vous connaissez? Donc Kylie Jenner, alors, exact, c'est ce que j'allais dire. Officiellement, dans le livre Guinness Book des records, c'est la plus jeune self-made milliardaire, c'est-à-dire c'est celle qui est devenue milliardaire toute seule. Il y a plein de gars qui disent, attendez, avec la famille Kardashian, elle n'est pas devenue milliardaire toute seule. Mais aujourd'hui, elle est dans le Guinness Book des records, en tout cas, comme la plus jeune self-made milliardaire, parce qu'elle a revendu son entreprise Kylie Cosmetics pour 800 millions d'euros, il me semble. Et donc, elle a réussi à capter, à créer une boîte complètement dingue grâce à ça. Et en fait, ce qui est intéressant, avec donc MrBeast ou Kylie Jenner, c'est que eux, ce sont donc les personnes les plus influentes en devenir, et ce ne sont pas à aucun moment des personnes qui vendent de l'énergie, mais ils vendent la nouvelle ressource la plus chère du monde, de l'attention. Ils vendent de l'attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre capacité à attirer l'attention sur vous, sur votre produit, fait que vous avez un pouvoir de dingue. Et donc, nous sommes en train de basculer du siècle de l'énergie au siècle de l'attention. Et pour une preuve à quel point la ressource la plus chère du monde en ce moment est l'attention, vous avez vu le Super Bowl? Vous avez vu la prestation de Rihanna? Vous savez combien elle a été payée, Rihanna, pour le Super Bowl? 0 balles. Elle a été payée 0 euros. Malgré l'ampleur du show, malgré la renommée de l'artiste, elle n'a pas touché un copec pour se produire au Super Bowl. Mais elle s'en fout complètement parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, il y a une ressource encore plus chère que l'argent, c'est l'attention. Elle a été vue par 113 millions de personnes et directement, ça s'est retranscrit en chiffre d'affaires. Elle a eu exactement 833% d'augmentation de recherche pour sa marque qui s'appelait Fenty Beauty. Fenty Beauty, il y a eu 833% de plus de personnes qui recherchaient la marque sur Internet. Ensuite, il y a eu plus de 8000% d'augmentation de ses streams sur tous les réseaux. Bref, elle a été complètement rentabilisée. Sa prestation lui a donné une attention de dingue et ça s'est retranscrit évidemment en chiffre d'affaires. Alors le problème, non, il n'y a jamais eu un seul artiste au Super Bowl qui a été payé pour sa représentation. Lady Gaga, Bruno Mars, aucun gars n'a jamais été payé pour le Super Bowl parce qu'ils s'en foutent. Eux, ils sont rémunérés dans une autre monnaie bien plus puissante. En attention. Alors problème, je vous jure que je chante hyper bien, mais par contre, pour choper l'attention et avoir 113 millions de personnes qui me regardent, moi, passer par le Super Bowl, c'est un petit peu galère. Je vous ferai un petit numéro de chant après si vous voulez, mais vous verrez que j'ai pas beaucoup de potentiel là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que aujourd'hui, tous les gars qui avaient réussi à attirer de l'attention sur eux, ils n'avaient pas eu besoin du Super Bowl. Ils s'étaient créé leur attention tout seuls. Et je me suis dit, vas-y, moi je veux absolument savoir comment eux ils ont fait et comment ils ont réussi à capter autant d'attention sans avoir à prendre de raccourcis comme le Super Bowl ou autre. Et c'est intéressant parce que j'ai tellement essayé d'analyser, j'ai tellement essayé de comprendre quels étaient leurs secrets qu'au bout d'un moment, j'ai réussi à craquer le code. J'ai réussi à craquer le code et j'ai réussi à comprendre aujourd'hui ce qu'ils avaient de plus et qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui que toutes les autres personnes ne font pas. Finalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous pris 2 pilules. La première pilule,
leur a donné un pouvoir de dingue, c'est qu'ils savent comment appliquer le vrai super pouvoir de la vente. Aujourd'hui, vous êtes dans une école de vente. Eh bien, vous allez voir que eux, ils ont compris comment appliquer le vrai super pouvoir de la vente sur les réseaux sociaux. Ensuite, deuxièmement, ils ont pris une pilule bleue. Pas celle que vous pensez, une autre. Ils ont pris une pilule qui leur permet de suivre des habitudes qui leur a permis d'être dans le top 1% de leur industrie. Et donc, avec ces deux pilules, ils ont réussi à être dans le top 1% de toutes leurs industries et de capter une attention de dingue. Alors moi, je me suis dit, bon, une fois que j'ai compris à quoi servaient ces deux pilules, eh ben, je les ai prises pour voir ce que ça allait donner. Et là, incroyable, j'ai halluciné de ce qui s'est passé quand je les ai prises. En prenant les pilules, j'ai commencé dans un premier temps à craquer TikTok. J'ai commencé à faire ma première vidéo à 2 millions de vues, ma première vidéo à plus de 3 millions de vues. Ensuite, j'ai craqué Instagram où j'ai fait plus d'1 million, 1,7 million de vues. J'ai vraiment commencé à exploser sur Insta. Ensuite, j'ai pris d'assaut YouTube et à l'heure où je vous parle, j'ai commencé à craquer Facebook où ce mois-ci, j'ai totalisé à peu près de 5 millions de vues sur Facebook. Donc, ça commence vraiment à venir, ça commence vraiment à marcher. Et donc, grâce à ces simples deux super pouvoirs, j'ai commencé à craquer le code un petit peu de tous les réseaux sociaux. À tel point qu'en 2022, j'ai totalisé plus de 120 millions de vues sur toutes mes plateformes. À titre de comparaison, c'est plus que le Super Bowl. Cette année, j'ai fait... Merci. Merci. J'ai réussi à totaliser plus de 120 millions de vues, plus de vues que le Super Bowl. Et donc, un petit peu comme les autres, je me suis créé ma propre attention. Et j'ai pas eu besoin de chanter, j'ai pas eu besoin d'aller au Super Bowl pour avoir plus de 100 millions de personnes qui me regardent. Je l'ai fait parce que j'ai pris ces deux pilules. Et ce qui est complètement dingue, c'est que les retombées qui en ont découlé ont été hallucinantes. J'ai rencontré des personnes complètement folles. J'ai même eu, pour la petite anecdote, j'ai été invité sur le plateau de Fun Radio pour faire un truc. Bon, ça m'a servi à rien, mais c'était stylé pour ma mère. Et ensuite, j'ai même été amené à faire un partenariat avec le Loup de Wall Street. Vous connaissez Jordan Belfort. Je suis son partenaire pour une conférence qu'il organise à Genève. Donc, je travaille directement. J'ai un code Bastien X Jordan. C'est incroyable. C'est super drôle. Ensuite, super drôle, j'ai été invité pour une fondation à vendre des ambulances au plus grand patron du CAC 40. Je me suis retrouvé dans une salle où l'objectif, c'était de faire un appel aux dons. Il y avait tous les plus grands patrons du CAC 40, tous ceux que vous connaissez. Et ce qui est hyper marrant, c'est que cet événement est hyper symbolique du siècle de l'attention. Parce que je peux vous jurer un truc, j'étais le gars le plus pauvre de la salle. Mais vraiment, quand les gars achetaient des ambulances comme ça, où ils faisaient des tombolas à 300 balles, 400 balles, 500 balles, 1000 balles, je vous jure que j'étais le plus pauvre en argent. Par contre, je faisais partie des plus riches en attention. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui montre vraiment qu'on est en train de basculer dans une nouvelle économie où aujourd'hui, la seule et unique raison qui a fait que j'ai été invité, bah, c'est parce que j'avais de l'attention et il y avait des gars aujourd'hui qui me regardaient. Évidemment, tout ceci a fait complètement exploser mon chiffre d'affaires. Parce que, évidemment, le fait d'avoir de l'attention, ce qui est complètement ouf, c'est que ça permet de le rediriger sur ce qu'on veut, sur ma marque personnelle, sur les formations que je vends, sur mes prestations. Donc, évidemment, l'attention se traduit forcément et obligatoirement par du chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de vous expliquer concrètement quelles sont ces deux pilules pour que, à votre tour, si vous souhaitiez les prendre, vous les preniez et que vous deveniez les personnes influentes de demain. Et attention, je vais mettre un petit bémol. Je sais que peut-être que pas tout le monde ici a envie de devenir influenceur, même si j'aime pas ce terme. Peut-être que tout le monde aujourd'hui n'a pas envie forcément d'avoir des abonnés sur les réseaux. Peut-être que vous vous dites, attends, mais ça veut dire que je dois faire des vidéos ou autre. Non, l'idée, c'est que attirer l'attention aujourd'hui, que vous cherchez un job, que vous cherchez même des clients, peu importe ce que vous cherchez, votre capacité à attirer l'attention sur vous ou sur votre marque est primordiale. Et donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer comment faire pour que vous évitez de passer par toutes les vagues par lesquelles moi je suis passé pour aller droit au but. Alors, est-ce que déjà, comme ça, avec les premières explications que je vous donne, ça vous inspire, ça vous donne envie un petit peu de... Vous comprenez la puissance de l'attention? Il y en a parmi vous qui aimeraient se créer des communautés sur les réseaux? Ok. Il y a une question? Je vais en parler du bad buzz parce que j'ai une connaissance qui s'appelle Oussama Hamar, ça te dit quelque chose? Qui en ce moment se fait lyncher sur les réseaux et je vous donnerai mon avis sur ça. Et tu vas voir que avant d'avoir un vrai bad buzz et avant que l'attention soit néfaste, il faut y aller quand même. Tu vas voir. J'ai une question. Ouais, Tu peux me revenir sur la slide avec les deux pilules? Donc j'avais noté que la deuxième pilule, ils suivent tous des habitudes pour être dans le top 1%. Et la première pilule, c'était quoi?
En fait, l'idée, c'est que tu vas voir, il y a deux choses. Il y a le fait d'être un bon vendeur, de savoir amener ses idées. Mais alors, vu que toi, tu es en distanciel, je ne sais pas si tu l'as vu, quand j'ai demandé aujourd'hui combien de personnes publiées depuis 6 mois, il n'y a qu'une personne ou deux personnes qui ont levé la main. Donc, l'idée, c'est que c'est bien d'être un bon vendeur, mais ensuite, il va aussi falloir être un performeur et tenir sur le long terme. Et donc, la deuxième pilule, c'est ça. C'est un protocole qui s'appelle le protocole Limitless. Et tu vas voir, je vous en parlerai bien en détail juste après. Ça marche. Merci. Avec plaisir. Alors, ah oui, vas-y, excuse-moi. Ah non. Ah. Donc, première étape, je vais vous expliquer comment appliquer le super pouvoir de la vente pour capter l'attention des gens sur les réseaux. C'est intéressant parce que du coup, quand je les ai analysés, quand j'ai essayé de percer leurs secrets, quand j'ai essayé de comprendre aujourd'hui comment ils faisaient, je me suis rendu compte qu'ils savent tous comment vendre leurs idées. Je me suis rendu compte que c'est marrant parce que leurs contenus sont 100% gratuits. Aujourd'hui, on ne paye pas pour voir une vidéo YouTube, on ne paye pas pour voir une vidéo TikTok. Et pourtant, malgré ça, ce sont tous des redoutables vendeurs. Parce que, comme je vous l'ai montré, les spectateurs, certes, ils ne vont pas payer en argent. En revanche, ils vont payer en temps. Et c'est une ressource tout aussi précieuse. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les spectateurs, ils vont pas avoir un sac d'or, mais ils vont avoir un sac d'heures à leur disposition. Et ils vont avoir donc 24 heures dans une journée. Et il va falloir les convaincre de le dépenser dans telle ou telle activité. Par exemple, aujourd'hui, très bien, les gars, ils vont avoir 24 heures. Combien ils vont passer sur YouTube? Combien ils vont passer sur Netflix? Ou même combien ils vont passer à dormir? Vous savez que le CEO de Netflix a quand même dit que son plus grand concurrent aujourd'hui, c'était le sommeil des gens. Donc, ça montre que, ouais, si aujourd'hui Netflix veut que les gens regardent plus de séries, ben, il faut réussir à faire en sorte que, au lieu de vous coucher à minuit, vous vous couchez à 3 heures du matin parce que vous avez binge-watché une série. Il y en a qui le font parmi vous? La même. Moi, à chaque fois, je commence à une série, je me dis tranquillou, à 23h30, ça sera fini. Et en fait, je me retrouve à 2 heures du matin en train de terminer Last of Us. Et donc, du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gars vont avoir à leur disposition 24 heures et il va falloir que vous vous débrouillez pour être suffisamment vendeur pour les convaincre de regarder vos contenus ou alors d'attirer l'attention sur vous si vous voulez leur vendre quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour ça, ce sont des redoutables vendeurs et ils ont pris donc la première pilule qui possède 4 super pouvoirs. Le premier super pouvoir, c'est le storytelling. Jordan Belfort, mon nouveau frérot, a dit que la vente était un transfert d'émotions. Et parmi évidemment ces faits d'armes les plus célèbres, vous connaissez tous cette phrase où Jordan Belfort demande donc à la personne, pour voir si c'est un bon vendeur, de lui vendre un stylo. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que tous ces gars-là, je vous jure qu'ils savaient, mais alors à la perfection, comment vendre un stylo. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un Bic à 50 centimes et un Mont Blanc à plus de 230 €? L'histoire du Mont Blanc. L'histoire du Mont Blanc, c'est-à-dire Ce qu'il représente et quel type de personnes vont l'utiliser. Voilà, c'est ça. C'est des présidents qui l'ont utilisé, etc. Exactement. Les clients, aujourd'hui, ils achètent des histoires. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'erreur que font les vendeurs débutants, c'est qu'ils vont se dire, bon, ben, la différence entre un Bic à 50 centimes et un Mont Blanc à 230 €, c'est parce que le Mont Blanc, c'est incroyable. Il est fait dans un alliage de titane ou autre, et il a une encre incroyable. Les gens s'en branlent. Aujourd'hui, les gens, ils achètent des histoires. Et c'est exactement l'idée du président. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un Mont Blanc qui s'appelle le Mont Blanc John Fitzgerald Kennedy, parce que quand vous l'achetez, vous avez entre vos mains un stylo qui a été utilisé par des présidents des États-Unis. Vous avez entre vos mains une histoire, un truc de dingue, et c'est pour ça que vous êtes capable de dépenser 230 €, parce que vous, dans votre estime, dans votre statut aujourd'hui, vous allez avoir l'impression d'être ce président presque, et vous allez avoir simplement entre vos deux doigts un objet qui est chargé d'histoire. Et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, les histoires, c'est du bullshit ». Pas du tout, c'est scientifique. Aujourd'hui, dans votre cerveau, à tous, vous avez une partie qui s'appelle une amygdale. Et c'est une amygdale qui, à partir du moment où vous allez entendre quelqu'un qui vous raconte une histoire, directement, vous allez sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hormone du bonheur, vous allez rapidement y être accro. Et donc, quand vous allez avoir quelqu'un qui vous raconte une histoire, directement, vous allez donc libérer cette dopamine et vous allez vous sentir terriblement bien. Et c'est pour ça que vous adorez écouter les histoires. Et donc, je vous jure que tous ces gars, aujourd'hui, ils connaissent la puissance des histoires. Et vous allez voir que tous, ils utilisent le storytelling à merveille. Je me suis dit, tiens,
c'est marrant, ça. Je vois que tous les grands youtubeurs, influenceurs américains, ils utilisent des histoires. Je vais voir si en France, les gars le font aussi. Donc, j'ai tapé quel est le youtubeur le plus suivi au monde, enfin en France. Je me suis tombé sur Squeezie. Et là, regardez, Squeezie, il a carrément ici une playlist YouTube histoire. Et en fait, où en effet, il raconte des histoires, H24. Là, par exemple, il raconte l'histoire du gars qui a fait exploser le casino qui l'a ruiné. Tous, aujourd'hui, plutôt que simplement faire le passe-plat comme un journaliste, ils vous enrobent directement leurs histoires et les concepts qu'ils veulent vous faire passer en vous racontant des histoires. Donc, l'idée, c'est en fait de viser l'amygdale pour libérer de la dopamine. Et l'idée, c'est que ça va vous rendre addict, comme je vous l'ai expliqué, parce que directement, la dopamine, c'est vraiment une hormone très puissante et très addictive. Et moi, je me suis dit, ouais, trop bien. Putain, si raconter des histoires, ça me permet de faire plus de vues, je vais essayer, mais j'avoue que j'étais pas forcément convaincu au départ. Et donc, je me suis dit, tiens, allez, j'ai 2 concepts que je veux partager. Plutôt que les partager de façon un petit peu brute, je vais essayer de les enrober dans une histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vous donne 2 exemples. Il y avait un concept que je voulais montrer et l'idée, c'était d'expliquer que parfois les produits sont inventés parce que ça correspond à une certaine utilisation. Si je vous dis ça, je pense que vous comprenez rien. Par contre, l'idée, c'est que j'ai regardé, j'ai épluché un petit peu des livres marketing et j'ai parlé de l'histoire du jus d'orange. Est-ce que vous savez pourquoi a été créé le jus d'orange? Eh ben, pour vendre plus d'orange. C'est un publicitaire qui s'appelle Lasker qui est arrivé en Californie et on lui a dit mec, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai des kilos d'oranges à vendre aux Américains, mais j'arrive pas à les écouler. Et il s'est dit, pas de souci, t'inquiète, je vais essayer de voir comment je peux faire. Il a commencé à faire ses analyses et il s'est dit, mince, mais attendez, pour vendre plus d'oranges, il faut que je me débrouille pour caser plus d'oranges dans le ventre des Américains parce que les Américains, ils consomment simplement entre 1 et 2 oranges par jour. Et donc, comment il a fait? Il s'est rendu compte que pour remplir un verre, il fallait entre 3 et 4 oranges. Et donc, en plus de vendre des oranges, il avait mis un petit presse-agrumes directement dans les sachets d'oranges. Et c'est ce qui lui a permis directement de vendre beaucoup plus d'oranges. Et là, vous voyez, quand je vous raconte une histoire, directement, ça marche un petit peu mieux. Vous comprenez et vous vous souviendrez beaucoup plus de cette histoire que le truc un petit peu bizarre que je vous ai expliqué au début. Et ensuite, autre histoire, l'histoire des ambulances, par exemple. Vous voyez, c'est tout bête, mais quand on raconte des histoires, quand on explique quelque chose, quand on raconte un événement, bah directement, là, ça accroche un peu plus parce que ça libère de la dopamine dans vos cerveaux. Et directement, boum, ça a commencé à marcher. J'ai eu mes premiers strikes de vues. J'ai eu, pour le jus d'orange, j'ai 80 000 vues. Ensuite, les autres vidéos que j'expliquais avec le storytelling, pareil, ça commençait à marcher. Et donc, je me suis dit, tiens, je tiens quelque chose et je vais continuer à le faire. Et donc, le premier pouvoir que vous devez absolument comprendre, c'est la puissance des histoires et le pouvoir du storytelling. Vous devez raconter des histoires et pas dans le côté péjoratif. Quand on dit qu'un vendeur raconte des histoires, directement, on pense que c'est un gars qui dit que du bullshit. Pas du tout. Il faut que vous parlez et racontez des histoires, même quand vous êtes au téléphone avec un client, plutôt que de lui donner des arguments, racontez-lui des histoires, parlez-lui de témoignages, expliquez-lui aujourd'hui que vous avez un client semblable à lui, qui a une histoire similaire, qui a eu des résultats. Et ça sera beaucoup plus puissant parce que vous allez viser son amygdale et ça va vous aider à vendre vos idées. Vous êtes tous d'accord avec ça? Trop cool. Alors ensuite, il y a un deuxième super pouvoir aujourd'hui que vous devez absolument comprendre, c'est la polarisation. Et pour vous expliquer qu'est-ce que la polarisation, je vais vous raconter une petite histoire. Commencez à comprendre? Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Marrakech avec ma copine. C'était cool, c'était pour une conférence, il faisait beau, tout était bien. J'ai mangé du couscous et pendant que j'étais là-bas, j'ai reçu le message de quelqu'un qui voulait me rencontrer. Et cette personne, c'est Oussama Ammar. Oussama Ammar m'envoie un message et voilà, on parlait un petit peu par Instagram et il me propose de me rencontrer. Moi, personnellement, je sais que tout le monde a un avis sur lui. Moi c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un que j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant parler. Et donc, j'étais trop content de le rencontrer. Et aussi, il y a quelque chose qui était vraiment important pour moi, c'est de comprendre pourquoi son nom capte autant l'attention. C'est dingue. Aujourd'hui, il suffit de faire une vidéo YouTube et de mettre le mot Oussama Ammar dans le titre et directement, la vidéo est un carton plein. Directement, vous pouvez être sûr de dépasser les 50 000, 100 000, 150 000 vues et sur du format long, car c'est des podcasts de 2 heures, 1 heure ou 2 heures, c'est quand même une performance de dingue. Pour vous dire, moi, à un moment, j'étais même, si c'était pas, il n'avait pas déjà fait 30 000 podcasts, j'aurais même été prêt à faire l'aller-retour à Dubaï juste pour l'interviewer parce que je sais à 200% que mon podcast aurait fonctionné. Et alors peut-être que là, vous allez vous dire,
ouais, d'accord, mais par contre, le problème, c'est que les gens regardent uniquement parce que en ce moment, il est dans un bad buzz terrible. Il y a que des haters qui regardent ses vidéos. Pas du tout. Allez voir n'importe laquelle de ces vidéos, pas des vidéos du coup évidemment de gars qui le démontent, mais allez voir des vidéos vraiment où il fait des podcasts qui ont fait 150 000, 200 000 vues. Il y en a parmi vous qui regardent les podcasts de Yomi Denzel et ouais, pas mal. Vous imaginez la puissance. Et quand on regarde directement dans les commentaires, il y a que des gars qui sont fans. Il y a que des gars qui l'adorent. Et c'est marrant parce que d'un autre côté, là, en ce moment, il se fait démonter, il se prend des tacles de partout. Et pour autant, il n'a jamais été aussi fort. Et donc, j'ai compris quelque chose. C'est que pour capter l'attention, il ne faut pas avoir peur d'être polarisant. Je me suis dit, mais c'est fou que ce soit Oussama Hamar, qui est alors évidemment à l'extrême, ou alors tous les gars qui sont aujourd'hui qui sont qui sont influenceurs, youtubeurs ou autres, ils ont tous un côté polarisant, c'est-à-dire que tout le monde a un avis sur eux. Personne va vous dire, ouais, non, tout le monde va vous dire, je l'adore, je le déteste, je l'aime bien, allez, je peux pas me le voir. Tout le monde a un avis sur lui. Donc je me suis dit, bah, vous savez quoi? Allez, go. Moi aussi, je vais essayer d'être polarisant. Je me suis dit, qu'est-ce que je pense que la majorité des gens ne pensent pas? Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de polariser histoire de polariser. Aujourd'hui, faire des vues, je pense que sans trop de soucis, je suis capable de le faire. Après, faire des vues, histoire de faire des vues, ça sert strictement à rien. Donc, je me suis dit, bon, allez, vas-y, qu'est-ce que je pense que les autres ne pensent pas? Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient un petit peu polarisantes. J'ai commencé, par exemple, vous vous rappelez du film Buzz l'éclair? Ce film a fait énormément de bruit parce que dans le film, à un moment, il y a deux femmes qui s'embrassent. Et donc, naturellement, il y a des personnes qui ont été choquées par ça, qui ont dit dans un film Disney, ça ne devrait pas arriver ou autre. Et moi, j'ai donné mon avis marketing en expliquant qu'il y avait un bisou qui avait fait perdre des millions de dollars à Disney. Et j'ai expliqué mon avis marketing en donnant mon avis tranché là-dessus. Et là, directement, je ne sais pas si vous arrivez à voir au nombre des likes, mais cette vidéo sur tous les réseaux, elle a fait peut-être 5 millions ou 6 millions de vues. Elle a cartonné parce qu'en effet, dès qu'on est un petit peu polarisant, vous pouvez être sûr que ça marche car il suffit de donner son avis. Ensuite, j'ai commencé à partager des stratégies que je considère un peu limites. J'ai utilisé parfois des stratégies marketing pour trouver des clients que certaines personnes allaient me dire ouais, t'es un ouf, c'est agressif et tout. Je les ai quand même fait. Et en effet, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché. Sur celle-là, uniquement sur YouTube, j'ai eu 48 000 likes. Donc, je sais pas, ça doit faire peut-être 1 million de vues aussi. Et sur tous les réseaux, j'ai dû faire aussi peut-être entre 3 et 4 millions. Ou alors, des vidéos où, alors ça c'est mes préférées parce qu'elles sont extrêmement polarisantes, mais alors franchement moi je suis à 200% d'accord avec ce que je dis. C'est des vidéos en fait où je donne des techniques pour traiter des objections, et à chaque fois que je donne ces techniques, je me fais incendier dans les commentaires par des gars qui me disent ouais, t'es un vendeur véreux, ouais, t'es un vendeur agressif, etc. Pour répondre à un haters, ah, tu vas voir, j'ai une petite technique après que j'adore et j'ai hâte de te la montrer. Tu vas voir. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment aujourd'hui d'accepter de polariser, d'accepter de démonter, de foncer dans le tas, même si vous avez un avis qui est un petit peu non majoritaire, tant que vous l'assumez, il n'y a aucun problème à y aller. Et c'est hyper marrant parce que je me suis rendu compte que du coup, les vidéos qui cartonnaient le plus, c'était celles qui non seulement avaient la proportion de commentaires négatifs la plus élevée, mais aussi la proportion de commentaires positifs la plus élevée. Vous savez, la meilleure image, c'est vraiment imaginer que vous devez être un aimant, c'est-à-dire repousser très fort d'un côté et attirer très fort de l'autre. Quand vous ne prenez pas d'avis, quand vous avez des avis un peu mainstream, imaginons que je vous dise, pour rester sur le jus d'orange ou sur les fruits, imaginons que je vous dise, vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Bon, je ne prends pas un énorme risque et je pense qu'il n'y a personne qui m'insultera pour ça. En revanche, si je commence à vous dire, ouais, aujourd'hui, pour maigrir, il faut que vous preniez le régime où vous ne mangez pas le soir, directement, c'est un petit peu plus polarisant parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, je l'ai essayé, ça marche trop bien. Et il y en a d'autres qui me diront, non, franchement, j'ai essayé, dès qu'on recommence à manger après, ça marche plus. Bref, tout le monde a un avis dessus. Et donc, l'idée, tout simplement, c'est que si vous voulez capter l'attention, vous ne devez pas avoir peur d'être polarisant. Et moi, j'appelle ça l'effet touche pas à mon poste. Qui aime touche pas à mon poste ici? Qui n'aime pas touche pas à mon poste ici? Voilà. C'est marrant parce que tout le monde semble détester touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, c'est l'émission la plus détestée du PAF. Pourtant,
ce qui est marrant, c'est que c'est aussi celle qui attire le plus d'attention et c'est celle qui marche toujours plus. Elle a des records d'année en année. C'est incroyable. Vous regardez, c'est peut-être l'émission aujourd'hui qui a le plus de résultats, qui cartonne le plus, parce qu'en effet, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est polarisante. Et en fait, elle utilise les haters pour capter l'attention. Et donc, pour répondre un petit peu à ta question de comment considérer les haters, il faut imaginer des haters, toutes des personnes moi qui commentent mes vidéos, qui les insultent ou autres. J'essaye de les voir un petit peu comme des ânes qui m'aident à tirer mon chariot en fait. Parce que ce qui est cool, c'est que ok ils vont commenter par exemple ma publication, ok ils vont me démonter, mais par contre ce qui est bien c'est qu'ils vont faire plus de bruit et donc mon contenu va finir par tomber sous les yeux d'une personne qui est plus ou moins qui apprécie mon contenu. C'est exactement ce qu'a fait Donald Trump. Donald Trump est peut-être la personne qui était le plus détestée du monde à un moment, mais finalement elle a cartonné. Exactement comme Andrew Tate. Andrew Tate, il a surfé sur le bad buzz, il a capitalisé de ouf dedans et c'est devenu la personne la plus recherchée d'Internet et il a eu 2-3 sous en plus. Non, malheureusement, j'en ai trop. malheureusement, j'en ai trop. J'ai une technique, encore une fois que je vous montrerai après, qui s'appelle. Tu connais le concept d'antifragile? Ah bah alors j'ai trop hâte de vous le montrer. Et justement, l'idée c'est d'être antifragile. Comme ça, je vais vous faire un petit peu de teasing, vous allez voir comment être antifragile. L'idée, c'est en fait, aujourd'hui, vous ne devez pas avoir peur des haters. Au contraire. Si moi, la seule limite que je me mets, c'est d'uniquement partager des choses dans lesquelles je crois à 200%. Aujourd'hui, si jamais je m'arrête de publier, que je fais un post et que je me dis ah ouais, mais là il y a des gars qui vont pas être d'accord, ah ouais, mais là il y a des gars qui vont pas valider ce que je dis. Si au fond de moi, je suis sûr de ce que je raconte, si je suis sûr de mon opinion et je fais pas ça histoire de faire des vues, bah go, je le fais quand même. Et comme ça, je serai prêt à répondre à d'éventuels haters. En tout cas, j'assumerai tout ce que les gens me diront. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur de se lancer et qui se disent ouais, j'ose pas trop publier parce que j'ai peur de me faire découper? Ouais. Bah, moi, je pense vraiment que l'idée, à partir du moment où vous assumez ce que vous dites, faut le dire, parce que en général, moi, les vidéos qui ont le plus marché, c'est des vidéos où j'ai une petite boule au ventre avant de la poster, où je me disais, est-ce que je la publie, est-ce que je la publie pas, ouais, mais là, je sais pas trop ce qui va se passer. Et finalement, avec le temps, j'ai appris que c'était ces vidéos, les vidéos justement, j'ai une petite boule au ventre, qui étaient les vidéos qui avaient le plus de potentiel de devenir virales parce qu'il se passait quelque chose, il y avait des émotions, et comme je vous ai dit, la vente, c'est un transfert d'émotions. Donc vraiment, c'est hyper important que vous acceptiez ça et qu'au contraire, vous fonciez. Et on va justement, je ne sais plus qui m'avait posé cette question. J'ai même une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le bad buzz existe vraiment? Ouais, vous pensez qu'on peut couler? Non, je pense à l'effet Streisand. Eh ben, franchement, c'est un gros débat et je vais vous montrer 2-3 exemples. Tu m'as parlé de Logan Paul. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples. Je me suis dit, quels sont les plus gros bad buzz, mais vraiment les bad buzz sévères qu'il y a eu? Est-ce que vous connaissez le scandale du suicide de Logan Paul? Pour ceux qui ne connaissent pas, Logan Paul, donc c'est un YouTuber qui a eu la bonne idée d'aller avec sa tête de vainqueur là et son bonnet bizarre dans une forêt qui est tristement célèbre au Japon parce que c'est la forêt du suicide. Et malheureusement, comme son nom l'indique, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui viennent mettre fin à leur jour. Et donc lui, il y est allé et comme par hasard, il est tombé face à face avec quelqu'un malheureusement qui avait mis fin à ses jours et il a filmé le corps, même s'il a flouté, il a filmé le corps. Le gars, il s'en est un petit peu foutu de sa gueule parce qu'avec son bonnet et tout, bon bref, c'était un irrespect total et il s'est fait démonter de partout. YouTube l'a démonétisé, les sponsors l'ont laissé tomber, il s'est fait exploser. Et donc, à ce moment-là, tout le monde commençait à dire que c'était la fin de Logan Paul, tout le monde commençait à dire que c'était fini. Alors, il s'est fait ban à un moment, il s'est fait même je crois que c'est Instagram pareil qu'il avait shut down. Bon bref, tout allait pour le mal, pour le pire avec lui. Et moi personnellement, c'est à ce moment que j'ai découvert. Moi, c'est à ce moment que j'ai entendu parler de Logan Paul. Je ne suivais pas trop à cette époque. Et je pense que je ne suis pas le seul parce que depuis ce temps, en effet, il a eu un petit pic où il a eu une perte d'audience, une perte de captation. Mais au fur et à mesure, il a commencé à remonter. Et en 2022, c'est juste devenu le plus grand entertainer du monde, où il a fait le fameux combat contre Mayweather. Je ne sais pas si vous avez la ref. Et il a fait des millions de vues, il a fait des millions de dollars. Et donc finalement, j'ai presque envie de dire que grâce à ce terrible bad buzz, il a eu une attention de dingue et il a réussi à capitaliser concrètement
sur ce bad buzz. Hop, il a capitalisé directement sur cette attention pour réussir. Et quand on regarde ses courbes, c'est complètement ouf. C'est à ce moment bien précis où il a commencé à exploser. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. Est-ce que vous vous rappelez du Dieselgate en 2015? Donc, le Dieselgate, c'était quand Volkswagen a commencé il y a eu un scandale parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient pipé leur moteur diesel et pour qu'ils passent les tests écologiques. Et en fait, c'était un drame terrible, quoi, parce qu'il mentait à ses consommateurs. Il a truqué les résultats au test. Donc, sur le papier, c'est un scandale. Pourtant, c'est super drôle parce que ça s'est passé en 2015. Et quand on regarde la courbe des ventes de Volkswagen, regardez, les 2 meilleures années entre 2013 et 2018, c'est 2015 et 2016 quand ça a un peu baissé, quand il y a eu la fin de la retombée. Ça, c'est le nombre de voitures qu'ils ont vendues. Donc, ce qui est complètement ouf, c'est que j'aurais pu vous ressortir des articles par dizaines de gars qui disaient la fin de l'empire Volkswagen, la fin des voitures, la fin de l'industrie automobile. Au final, ça lui a plutôt pas porter préjudice. Quand on voit qu'aujourd'hui, en 2015 et 2016, c'était presque ces 2 meilleures années entre 2013 et 2018, ça prouve que même un bad buzz de cette ampleur, finalement, ça a capté l'attention des gens. Et en fait, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a une audience silencieuse et une audience bruyante. L'audience bruyante fera toujours beaucoup de bruit, il n'y a aucun doute sur ça. Mais au final, quand on regarde, l'audience bruyante permet de faire arriver le message aux personnes qui sont potentiellement intéressées. Dans l'exemple de Volkswagen, c'est marrant parce que tous les écolos qui étaient choqués ont fait des publications et c'est arrivé aux oreilles des clients de Volkswagen qui, eux, s'en foutaient un petit peu de l'écologie et donc au final, ça a juste permis de faire un gros coup de pub. Alors, je veux surtout pas vous dire aujourd'hui de faire du bad buzz histoire de faire du bad buzz. C'est pas l'idée, c'est pas ce que je veux que vous reteniez. Par contre, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez être captivant, il faut être polarisant. L'idée, c'est que pour vraiment faire en sorte que votre message soit vu par des personnes, que les gens retiennent l'attention sur vous, il ne faut pas avoir peur d'être polarisant. Ça fait peur à certains d'entre vous, ça ou pas? Mais vous comprenez un petit peu le raisonnement? Moi, encore une fois, mon garde du corps que je me mets, c'est de ne jamais dire quelque chose que je ne crois pas. De ne jamais aujourd'hui parler histoire de parler, frustré histoire de frustrer. Non, l'idée, c'est vraiment uniquement aujourd'hui de polariser dans un optique de dire ce que moi vraiment je pense. Et en faisant ça, normalement, ça me permettra de capter suffisamment l'attention des gens. Alors ensuite, troisième super pouvoir de cette pilule rouge, c'est l'itération. Qui connaît GTA? Qui a déjà joué à GTA? Moi, mon kiff quand je jouais à GTA, et je pense comme tout le monde, c'était de trouver les cheat codes. Je voulais trouver comment gruger le jeu, je voulais trouver comment dire à la police de se barrer, je voulais trouver comment avoir un hélicoptère ou autre. Bref, je passais ma journée à jouer à GTA pour essayer de trouver, à chercher des cheat codes pour essayer de gruger sur GTA. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que tous les influenceurs, ils jouaient aussi à GTA. Tous les grands youtubeurs, toutes les personnes qui captaient l'attention, ils jouaient tous à GTA parce qu'ils sont amoureux des cheat codes. Et c'est trop drôle parce qu'ils ont trouvé des codes pour tricher, mais dans la création de contenu. Ils ont trouvé aujourd'hui des raccourcis, ils ont trouvé des codes secrets qui leur permettent plus que n'importe qui de faire des vues sur les réseaux. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils chassent ce qu'on appelle le signe noir. Vous savez, en vente, vous allez faire des tests AB. Tout le monde sait ce que c'est un test AB? Les tests AB, c'est par exemple, vous allez tester le script A. Si jamais le script A ne marche pas, vous allez tester le script B, puis vous allez tester le script C jusqu'à trouver ce qui fonctionne bien. Vous allez faire pareil en publicité, vous allez envoyer 5 pubs et vous allez voir celle qui marche le mieux et vous allez capitaliser là-dessus. Et eux, ils font pareil. Ils font des tests AB, mais sur des formats. Je vais reprendre l'exemple de MrBeast. MrBeast, aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez ses vidéos, mais il a fait plein de concepts. Et parmi les concepts, il y en a 2 qui ont très bien marché. Par exemple, il a fait, donc le premier format, c'est le dernier à sortir de la piscine gagne 20 000 $. Ou alors le deuxième format, c'est passer 24 heures au sommet d'une montagne. Ça, c'est des vidéos qui ont bien marché. Il s'est dit, tiens, j'ai peut-être trouvé un format. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait faire des bébés à son format. Et maintenant, quand vous regardez, toutes ces vidéos respectent un format. Vous avez par exemple, le dernier à retirer sa main de la Lamborghini, la garde. Le dernier à quitter l'île de 800 000 $, la garde. Le dernier qui quitte les toilettes gagne 100 000 $, 1 million de $. Le dernier à retirer sa main du jet privé, la garde. Premier format. Deuxième format, passer 24 heures dans un asile psychiatrique. Passer 24 heures dans une ville sans loi. Survivre 24 heures dans un désert. Ou encore 24 heures dans l'endroit le plus hanté du monde.
Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, vas-y, go, je vais activer le code format. Comme sur GTA, j'ai essayé de choper le code et j'ai essayé de faire le cheat code. Et vous savez quoi? Ça a marché de ouf. Ce que j'ai fait, c'est que sur mes 400 vidéos que j'ai publiées, j'ai essayé de regarder quelles étaient celles qui marchaient le plus, potentiellement, et quels étaient les concepts que je pouvais facilement répliquer. Et là-dedans, j'ai trouvé 2 signes noirs. J'ai trouvé 2 signes noirs qui, en effet, avaient l'air suffisamment simples à reproduire et qui marchaient. Et donc, boum, j'ai identifié 2 formats qui étaient intéressants. Le premier, c'est voici le jour où X a humilié tous ses concurrents. Voici le jour où Burger King a humilié McDonald's. Voici le jour où Audi a humilié tous ses concurrents. Voici le jour où Microsoft a humilié tel ou tel concurrent. Ou alors le deuxième, celui que je vous ai montré, si jamais un client vous dit X, répondez-lui Y. Et vous changez les X et vous changez les Y. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, vous pouvez regarder sur par exemple, ma chaîne YouTube, vous tapez vidéos les plus populaires et vous allez voir qu'il n'y a que des formats. Voici, là, je sais pas, voici le jour où Microsoft s'est fait humilier par Apple. Voici le jour où Burger King a perdu contre McDonald's. Voici le jour où Audi a humilié tous ses concurrents. Si jamais un client vous dit je parle à ma femme. Si jamais un client vous dit je dois réfléchir. Si jamais un client vous dit je dois en parler à mon cheval, je sais pas. L'idée, c'est de trouver ce format. Et une fois que vous avez trouvé ça, mais c'est terrible, ça fonctionne tout le temps. En fait, c'est des concepts qui fonctionnent parce que vous, ça correspond à votre style, ça correspond au message que vous avez envie de donner. Bref, à un moment, vous trouvez le cheat code. Et quand je vous dis que c'est un cheat code, à chaque fois que j'ai besoin aujourd'hui de faire des vues de façon assez sûre et certaine, eh ben, je cherche un format. Aujourd'hui, si jamais j'ai besoin de communiquer, si j'ai besoin de mettre en avant ma formation ou autre, et que j'ai vraiment besoin que ma vidéo marche, eh ben, je vais reprendre un format. Parce qu'au moins, je suis sûr à 99% que cette vidéo va marcher. Et c'est exactement ce que font les gars, c'est exactement ce que font les MrBeast, c'est exactement ce qu'ils font tous. Ils chassent des formats. Donc, 3, tous ces gars ont compris le pouvoir de l'itération, le pouvoir de tester et de trouver les formats qui fonctionnaient et d'en faire des bébés. Vous avez déjà remarqué ça sur certaines vidéos YouTube? On parlait de Yomi Denzel tout à l'heure. Yomi Denzel, il fait ça avec en offrant par exemple une voiture à son frère, ensuite à sa mère, ensuite à son père, une Rolex. Il a vu que ça marchait, il le refait. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des formats. Et c'est marrant parce qu'évidemment, là, c'est quelque chose qui est très axé sur le contenu. Mais aujourd'hui, en vente, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, en vente, vous allez voir qu'il y a des formules qui fonctionnent tout le temps. Vous allez comprendre qu'il y a des biais psychologiques biais cognitifs qui sont présents chez tous vos prospects ou autres. Et donc, si jamais vous réussissez à les déceler, eh ben, vous allez pouvoir l'exploiter à chaque fois. Alors ensuite, le dernier point de cette pilule, qui est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de storytelling, je vous ai parlé de polarisation, d'itération. Tout ça, c'est l'enveloppe qui va envelopper la lettre. Et la lettre, c'est le plus important, c'est votre contenu. C'est concrètement le message ou l'idée que vous avez envie de véhiculer. Et pour ça, est-ce que vous vous souvenez donc ce que je vous ai dit sur l'amygdale, qu'aujourd'hui, il fallait la cibler parce que c'était celle qui allait vous permettre de libérer le plus de dopamine, etc. Eh bien, eux, ils ont trouvé un moyen de la sursolliciter. Ils ont trouvé un moyen de la mettre sous stéroïde. Ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que votre amygdale génère encore plus aujourd'hui de dopamine. C'est d'utiliser ce qu'on appelle la catharsis. Quelqu'un connaît la catharsis? Ah, bien joué. Tu pourrais me dire ce que c'est? Exactement. C'est la seule et unique chose que j'ai retenue de mes cours de philosophie. L'idée, c'est que selon donc Aristote, la catharsis, c'est une sorte d'épurgation des rêves et une pulsion des spectateurs. Pour vous donner un exemple, si jamais on n'est pas musclé, on va adorer voir quelqu'un de plus musclé que nous casser la gueule de quelqu'un de plus musclé que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie que ça soit... C'est une purgation des rêves. Vous avez envie de vivre vos rêves, vivre vos pulsions à travers quelqu'un d'autre. Et bien eux, c'est ce qu'ils ont compris. Par exemple, qui n'a pas rêvé de faire Squid Game en vrai? Qui n'a pas rêvé d'organiser aujourd'hui la série? Et ce qui est génial, c'est que MrBeast l'a fait. MrBeast, lui, il a organisé un vrai Squid Game dans la vraie vie pour 456 000 $. Ensuite, il y a même alors un exemple qui me vient là pour la catharsis. Est-ce que vous voyez ces vidéos où il y a des gars qui jettent des trucs lourds de très haut?
Pourquoi ça marche? Parce que on a toujours rêvé de le faire. On a toujours rêvé de se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait si je lâche une enclume de 150 kilos sur un faux mannequin de 800 mètres? Ça, c'est une forme de catharsis. Et en fait, la catharsis va cibler votre amygdale et va libérer une tonne de dopamine. Mais vraiment. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que quand vous allez, que ça soit vendre, que ça soit raconter une histoire ou autre, vous devez penser à cette catharsis et essayer de faire vivre à votre prospect ce que lui irait de faire. Exemple, vous connaissez High School Musical? Toutes les séries américaines visent la catharsis. Pourquoi? Parce que quand on vous montre un beau gosse qui va séduire toutes les meufs du campus, c'est ce que les mecs rêvent tous de faire. Et c'est ça la catharsis. C'est que vous allez regarder la série parce que inconsciemment, à travers lui, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves d'emballer toutes les meufs ou autres. Ou alors quand vous allez regarder Fast and Furious, vous allez regarder Fast and Furious parce que vous kiffez de voir un gros musclé qui arrive et qui conduit une voiture et vous rêverez d'être ce gars, quoi. C'est une purgation des plaisirs. Et donc moi, j'ai essayé de surfer sur cette vague et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle est la compétence que je pourrais essayer de mettre en avant? Il y a un hater qui m'a répondu, tu n'arriverais même pas à me vendre de la merde. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais faire le rêve de tout le monde et je vais montrer à ce gars que je suis capable de lui vendre de la merde. Et donc, j'ai fait cette vidéo, Vendez-moi cette merde, qui a super bien marché sur toutes les plateformes. Je crois que c'est peut-être mon record. J'ai dû totaliser presque 8 millions de vues sur toutes les plateformes grâce à cette vidéo. Et en fait, je réalise entre guillemets le rêve de tout le monde, c'est-à-dire de vendre à quelqu'un qui pensait que j'étais pas capable de le vendre. Oui. Alors, il faut de la merde. Non, je te montrerai l'idée pour vendre de la merde. C'est très simple. Et j'ai repris le concept du storytelling. C'est-à-dire que j'allais pas vendre n'importe quelle merde. J'allais prendre une merde chargée en histoire. Une merde chargée en histoire, par exemple, c'est une crotte de T-Rex fossilisée. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer que à travers les milliers d'années qui sont dans cette merde, je serais capable de la vendre, par exemple, aux enchères à des spécialistes ou à des collectionneurs. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé donc sur une revue spécialisée d'archéologie qu'il y a une merde qui a été vendue pour plus de 8 000 $. Et donc, grâce à ce raisonnement, au fur et à mesure, j'arrive à vendre une simple merde à 8 000 $ parce que c'est une merde qui est chargée en histoire, une merde de tyrannosaure. Donc, les gars, il faut utiliser la catharsis parce que la catharsis aujourd'hui est une des meilleures façons de mettre l'amygdale de votre cible sous stéroïde et qu'elle produise la masse de dopamine. Et ça va rendre vos vidéos satisfaisantes parce que vous allez être trop content de le voir. Encore une fois, je reprends l'exemple de Yomi Denzel. Quand il offre une voiture à sa mère, à son père ou à son frère, au fond à travers lui, vous réalisez un rêve. Vous imaginez en train d'offrir une maison ou d'offrir quelque chose à quelqu'un de votre famille. Et c'est ça qui rend la vidéo si satisfaisante à la regarder et que vous libérez la masse de dopamine. Donc, l'idée, c'est que le contenu est roi et c'est le plus important. C'est ce que vous donnez au début, c'est ce que tout le storytelling world va venir envelopper concrètement votre contenu. Mais le plus important, c'est le contenu. Et donc, vous devez créer des vidéos satisfaisantes pour libérer le plus de dopamine possible dans le cerveau de vos prospects. Est-ce que déjà, vous êtes OK avec les 4 super pouvoirs de cette première pilule? Je sais pas où il est. Pour alimenter tout ça, tu as un énorme pipe d'idées et comment tu t'inspires parce que dans tes contenus, il y a ton vécu, ce que tu as vécu et il y a ce que tu viens capter quelque part d'autre pour le rendre visible de tous. Tu veux dire comment trouver des idées, comment faire tout ça? Et aussi donner du contenu vrai parce que c'est ça aussi, faut que ce soit engageant pour. Exactement. C'est très compliqué toujours d'industrialiser la créativité. C'est toujours compliqué aujourd'hui de savoir comment on va faire pour trouver des idées sur demande ou autre. Moi, généralement, j'utilise 4 leviers. Le premier, c'est l'actualité. C'est trop simple, c'est-à-dire que pareil, l'un des cheat codes que les gars font, c'est qu'ils reprennent l'actualité. Et moi, par exemple, quand je galère à trouver des idées, c'est très simple. Je vais sur Twitter et je regarde quelles sont les top tendances en ce moment. Et une fois que j'ai vu quelles étaient les top tendances, j'essaye de regarder si moi, j'ai pas un avis polarisant, justement, que je pourrais mettre en place. Un exemple que je pourrais te donner, il y a 1 an ou 2, il y a Macron qui avait expliqué qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Vous vous en souvenez? Et ben moi, donc quand j'étais allé sur Twitter, j'ai vu que c'était en top tweet.
Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que j'ai une façon polarisante et marketing de l'amener? Et donc, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique que Macron est un génie marketing. Pourquoi? Parce qu'en disant qu'il veut emmerder les non-vaccinés, eh ben, il va faire parler de lui. Il va faire l'audience qui va se brusquer de ses propos, c'est uniquement des personnes qui ne votent pas pour lui. Et donc l'idée, c'est que ça va faire beaucoup de bruit. Et c'était à l'époque où il y avait Zemmour en face de lui qui faisait beaucoup plus, qui captait beaucoup plus l'attention. Et donc l'idée, c'est, je me suis dit, en faisant ça, en fait, c'est un génie marketing parce que oui, il va avoir des gars qui vont se déchaîner sur lui, mais forcément, la polarisation, comme vous l'avez vu, ça peut être aussi à double tranchant. Et vu que les non-vaccinés ne voteront pas pour Macron, eh ben, je me suis dit en fait que c'était un super coup marketing. Et donc là, tu vois, c'est une idée que directement trouver là-bas. C'est un super exemple parce que du coup, c'est aussi un moyen de ne pas donner ce que toi tu penses de cette situation et Exactement. d'avoir un regard d'expert. Mais donc du coup, est-ce que le secret, c'est de ne pas donner ce que tu penses réellement des choses? En fait, alors déjà, c'est compliqué sur certains sujets de savoir vraiment ce qu'on pense de ça. Et moi, si je peux donner mon avis, je le donne quand même, parce que ça sera toujours plus puissant et les gens s'identifieront plus à moi. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être un simple passe-plat. Si on est un simple passe-plat et on est un journaliste, et aujourd'hui, si on veut que les gens s'identifient à nous, ben on ne doit pas être un journaliste, on doit vraiment donner notre avis et être un leader d'opinion, un influenceur. Et c'est pour ça que si je peux donner mon avis, je le donne. Après, au début, c'était parmi mes premières vidéos, donc peut-être que inconsciemment, j'avais peur aussi de donner mon avis. Et donc, ça peut être un bon moyen au début, tu vois, pour faire des vues, pour réussir à capter l'attention, te faire connaître quand même parce que tu donnes ton avis, tout en gardant, encore une fois, sans trop t'exposer en donnant ton avis. Pour trouver les idées, alors, il y a un levier que j'appelle les idées douches. Qu'est-ce que c'est les idées douches? Je vous ai parlé de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone de dingue, en fait. Enfin, je sais pas si c'est une hormone. Oui, je pense que c'est une hormone ou une molécule. C'est c'est le super pouvoir aussi des. Bon, je vais vous raconter ça. Vous savez, quand il y avait les plus grands poètes, les plus grands écrivains de notre époque, il y avait une légende qui disait qu'ils étaient créatifs uniquement s'ils se droguaient, s'ils se shootaient, c'est la fameuse légende comme quoi si on se fume un spliff avant d'aller en philo, on va être meilleur. Et ben en fait, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que les drogues, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles vont stimuler votre dopamine. Elles vont stimuler votre dopamine et elles vont vous donner un putain de shot de dopamine. Et donc, en effet, quand vous allez avoir ce shot de dopamine, eh ben, la dopamine va booster vos connexions neuronales. Et donc, naturellement, oui, vous allez avoir plus de créativité. Alors, est-ce que je vous dis qu'il faut se rouler des spliffs avant pour trouver des idées? Pas du tout. Par contre, vous avez d'autres façons de vous faire des shots de dopamine. La douche, quand vous êtes sous la douche, vous n'avez jamais trouvé des idées sous la douche? Bah, parce qu'en fait, quand vous êtes sous la douche, que vous êtes bien, vous avez le chaud qui ruisselle partout sur votre corps, ça vous libère de la dopamine et donc ça vous donne des idées. Et donc moi, ce que je fais pour trouver des idées, c'est que j'essaye de faire des activités qui me stimulent ma dopamine. Je vais courir, je vais faire du sport, je vais faire de la muscu, je vais prendre des douches, je vais méditer, je vais faire toutes ces petites actions qui vont me permettre de stimuler ma dopamine. Et en stimulant ma dopamine directement, je vais réussir à avoir plus d'idées. Et dès que j'ai des petites idées, pouf, je les note ensuite directement sur des notes, sur un Trello. Et grâce à ça, ça va me permettre ensuite, une fois que j'ai les idées, je vais essayer de rajouter du storytelling, de la polarisation, et je vais essayer d'itérer un petit peu avec les formats que je connais d'habitude pour voir si les idées que j'ai eues sous la douche rentrent dans certains formats, et c'est comme ça ensuite que je trouve mes idées. Pardon? Comme drogue? Achète ma formation, tu verras. C'est la meilleure des drogues. Cool! Alors, comme vous l'avez vu, le point commun qu'ont toutes ces personnes et qu'ont tous ces influenceurs qui ont vraiment cartonné, c'est que ce sont des redoutables vendeurs. Ce sont des redoutables vendeurs qui ont compris aujourd'hui comment vendre leur idée pour capter l'attention des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait suffire, mais en fait non. Ils ont une deuxième pilule qu'ils prennent qui leur permet complètement de tenir sur le long terme. L'idée, c'est qu'en plus d'être de superbes vendeurs, ils suivent tous des habitudes qui leur permettent d'être dans le top 1% de leurs industries. Je me suis rendu compte en les analysant que la chose qu'ils avaient en commun, c'est que ce n'étaient pas simplement des gars qui savaient vendre des stylos, ce n'étaient pas simplement des bons vendeurs, ce n'étaient pas des gars qui étaient des dieux du storytelling, non, ça allait beaucoup plus loin. Ce sont des marathoniens.
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, s'ils ont réussi à être dans le top 1% de leur industrie, s'ils ont réussi à gravir les échelons un par un, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à mettre en place une routine stricte. Et cette routine stricte, 99% de gens ne savent pas la tenir. Ils ne savent pas la tenir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils réussissent à être dans le top 1%. Et si les gens galèrent à la tenir, c'est parce que les habitudes qu'il faut mettre en place ne sont pas simples à mettre en place. Et la meilleure citation pour mettre en avant ça, c'est la citation de Steve Jobs qui dit que parfois le médicament a un goût amer, mais le patient en a besoin. Et donc là, ce que je vais vous dire, c'est pas des choses qui sont agréables à entendre, en gros. Mais par contre, on en a tous besoin si vraiment on veut réussir. Et je vous parle de création de contenu, mais c'est exactement pareil dans la vente, c'est exactement pareil dans tous les aspects de votre vie. Si vous voulez trouver un job, si vous voulez lancer une entreprise à succès, si vous voulez faire une chanson ou autre, quoi qu'il arrive, tout ce que je vais vous dire, ce sont des habitudes que vous devez mettre en place. Parce que derrière ces apparences de ces guignols et des gars qui ressemblent pas à grand-chose et qui n'ont pas l'air d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir, eh ben en fait, ce sont des exemples de détermination. Vous suivez un petit peu les frères Paul? Eux, c'est incroyable. Parce qu'en effet, c'est des teubés finis quand on regarde au début ce qu'ils sont en train de faire. Et en réalité, mais c'est incroyable. Ces gars, ils ont envie de devenir boxeurs, ils deviennent boxeurs. Ils ont envie de devenir les créateurs les plus connus du monde, ils deviennent les créateurs les plus connus du monde. Et donc, Logan Paul, malgré l'erreur qu'il a fait, bah, aujourd'hui, c'est devenu un monstre. Et MrBeast, vous allez voir, c'est aussi un gars qui m'impressionne. Si vous allez sur la chaîne de YouTube de MrBeast, il y a une vidéo qui est incroyable. Il y a, en 2020, il y a une vidéo qui apparaît sur sa chaîne, qui n'était pas du tout préparée, où on voit marqué « Salut, moi dans 5 ans ». Et en fait, c'est une vidéo que MrBeast a enregistrée en 2015, alors qu'il avait moins de 10 000 abonnés. Et en fait, c'est une vidéo dans laquelle il parle pendant 2 minutes et dans laquelle il s'adresse à son futur lui dans 5 ans. Et là-dedans, on se rend compte en fait que c'est une vidéo donc qu'il a tournée, qu'il a set-up et qu'il a fait en sorte qu'elle sera uniquement publiée en 2020. Et là-dedans, il prédit tout. Il dit quand à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis à la fac, j'ai moins de 10 000 abonnés, mais quand cette vidéo sera publiée, sera disponible et publique aux yeux de tous, je veux absolument j'espère que j'aurai plus d'1 million d'abonnés, j'espère que je ferai partie des meilleurs entertainers de ma génération, je vivrai à 100% de YouTube ou autre. En fait, le gars nous donne toute sa détermination et nous montre à quel point c'est un putain de monstre de productivité, de persévérance et d'abnégation. Et ça me fait trop rire parce que dire que ce gars qui a une tête pas ouf est en train en fait est un exemple de détermination, c'est pas l'image qu'on a, mais pourtant je vous jure c'est tous des gars qui sont obsédés par le succès et obsédés par la réussite. Ce sont des marathoniens tout simplement qui arrivent à tenir sur le long terme. Et donc toutes les personnes là que vous voyez, elles ont toutes sans aucune exception pris cette deuxième pilule bleue qui est tout simplement une pilule qui leur permet d'être productifs, qui les aide qui les transforme en monstres d'abnégation, etc. Et donc moi, j'ai décidé aussi de prendre cette pilule et heureusement, je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, il y a un petit bâtard qui copie toutes mes vidéos. Vu que c'est filmé, je vous ai pas mis sa tête, mais si vous voulez, en haut, je vous le montre avec grand plaisir. Et ce petit bâtard, il reprend toutes mes vidéos une par une. Et c'est pas le premier petit bâtard qui fait ça. Mais le problème, c'est que ce petit bâtard, il a réussi à prendre la première pilule bleue, la première pilule rouge. C'est-à-dire que c'est un super vendeur. C'est un super storyteller. C'est un gars qui emmène bien ses idées. Il arrive à être polarisant ou autre. Donc, il reprend mes idées, mais en plus, il le fait bien. Et donc, parmi tous les gars qui ont copié toutes mes idées, c'est le seul qui me fait un peu chier, franchement. Mais heureusement, l'avantage, et moi, ce qui me rassure, c'est que je sais qu'il n'aura pas la détermination et le courage pour prendre cette deuxième pilule bleue. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, moi, je veux être dans le top 1%. Je veux réussir à faire partie des gars les plus connus sur les réseaux. Je veux être ce gars qui arrive à tenir le rythme de faire une vidéo par jour. Et je sais à quel point c'est dur. Je sais qu'aujourd'hui, moi, ça fait depuis 2 ans que tous les jours, je fais une vidéo. Malgré les jours où j'ai pas d'idée, malgré les journées où je suis malade, malgré les jours où mon matériel tombe en rade. Ça m'est arrivé des fois de faire 2 heures de session de tournage et au final, je me rends compte que la carte SD a bugué, qu'elle a rien enregistré. J'ai des gars, des vidéos sur lesquelles j'ai passé des heures entières à essayer de les publier et qui malheureusement, au moment de les publier, font 500 vues ou autre. J'ai même fait une vidéo qui durait 50 minutes
Et le problème, c'est que c'était à l'époque du Covid et je prononce les mots Covid, etc. Et donc, ma vidéo a été shut down et je ne peux pas la publier. J'étais obligé de la couper, mais au final, c'était moche. Bref, j'ai galéré et je me suis mangé un nombre d'obstacles inconsidérable pour en arriver là. Et donc, je sais que si ce petit bâtard veut me copier, eh ben, il va falloir qu'il s'accroche. Parce que moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne rien lâcher. J'ai décidé d'avancer, peu importe les obstacles. Et grâce donc à cette petite pilule bleue, je vais faire une prédiction comme MrBeast. C'est filmé. Je vais vous dire que moi, dans 5 ans, je serai toujours là. Dans 5 ans, j'aurai toujours publié ma vidéo par jour. J'espère que j'aurai plus d'1 million d'abonnés. J'espère que j'aurai triplé mon nombre de vues et que j'aurai créé un empire avec mon entreprise. Et oui, cette détermination, c'est uniquement grâce à cette pilule bleue que je vais vous partager. Et vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pilule bleue pour donner une telle détermination? Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. Premièrement, vous devez être relentless. En novembre, j'ai eu la chance de faire une soirée avec Tony Parker. J'étais trop content, je kiffe. Donc je voulais vraiment comprendre un petit peu ce gars, je voulais parler avec lui. Et à un moment, il a pris la parole et il nous a raconté toute son histoire. Et peut-être parce que c'est Tony Parker qui l'a dit, mais tout ce qu'il m'a raconté, ça m'a vachement impacté. Il expliquait que lui, ce n'était pas le plus grand. C'est-à-dire, parmi tous les gars contre qui il s'est battu, c'était loin d'être le plus grand. C'était loin d'être le plus costaud. C'était loin d'être le plus technique et c'était même pas le plus rapide, qui est pourtant sa première compétence. Et donc, sur le papier, il était un peu mal embarqué. Mais en revanche, malgré tout, c'était de très loin le plus persévérant. Aujourd'hui, s'il a réussi à tenir, c'est parce qu'il avait une persévérance de dingue. Et ça m'a fait écho parce que j'ai lu un livre d'un gars qui s'appelle Tim Grover. Je pense que personne ne le connaîtra. Alors, Tim Grover, c'est un entraîneur de basket. Exactement, c'est un coach mental, en fait, qui a écrit un livre qui s'appelle Relentless. Et Relentless, c'est un livre dans lequel Tim Grover explique qu'il a accompagné les plus grands athlètes de notre génération, les Michael Jordan, les Kobe Bryant, les Dwayne Wade. Il les a tous accompagnés. Et en fait, il s'est rendu compte que parmi toutes ces personnes, ce qui fonctionnait mieux, ils n'étaient pas devenus des athlètes de haut niveau parce qu'ils avaient des compétences physiques de dingue, mais parce qu'ils avaient des compétences mentales complètement affolantes. Il y a un exemple fantastique pour expliquer qu'est-ce qu'une personne relentless de Michael Jordan en 1996. En 1996, Michael Jordan, il va jouer une finale de la NBA de Chicago Bulls contre je ne sais plus qui. Et le problème, c'est que la veille du match, il est malade. Il a une grippe, il a plus de 38-39 de fièvre. Donc, autant dire que les chances qu'il soit titulaire et qu'il joue sont complètement nulles. Son entraîneur ne le met même pas sur la feuille de match, donc sur le papier, il ne jouera pas. Pourtant, malgré le fait qu'il soit diminué physiquement, malgré le fait qu'il soit même pas à 20% de ses capacités physiques, le gars a quand même décidé de jouer. Et ce monstre a carrément réussi à devenir meilleur scoreur de la partie, à remporter le match, et donc il a été élu meilleur joueur de la finale. Je trouve que cet exemple montre à merveille la capacité mentale de ce gars, et ça montre que c'est pas que physique, parce que le gars il était diminué, il était à 20%, et pourtant il a réussi à tout dégommer. Et ben ça, c'est quelqu'un de relentless. Et je me suis rendu compte que finalement, essayer d'attirer l'attention sur soi, essayer de monter une entreprise à succès ou autre, c'est exactement comme être un sportif de haut niveau. L'idée, c'est que aujourd'hui, être un redoutable vendeur ne vous suffira pas si vous voulez vraiment rencontrer le succès sur les réseaux, dans votre entreprise ou autre, tout comme les capacités physiques des athlètes ne suffiront pas. Il faut devenir relentless. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous devez continuer à avancer malgré les dizaines d'obstacles que vous rencontrez. Et je sais que ce que je vous dis, c'est d'un bateau terrible, mais je vous jure que c'est ce qui fera la différence sur tout. Il faut absolument que quand vous rencontrez aujourd'hui des échecs, que quand vous rencontrez un obstacle, vous vous dites qu'à chaque fois que vous arrivez à l'enjamber, eh ben, il y a peut-être 3-4 personnes qui sont restées à l'obstacle d'avant, et c'est ce qui vous permettra d'avancer. Et moi, le petit bâtard qui me copie, je sais que j'ai aucune crainte parce que pour enjamber tous les obstacles que j'ai enjambés, il va falloir qu'il y aille. Et donc, peut-être qu'en effet, il va tenir sur le court terme, mais moi, je vais faire tout mon possible pour être endurant et je sais qu'à un moment, il abandonnera. Et il y a plein de personnes déjà qui ont essayé de me copier, qui étaient des bons vendeurs, mais qui, au final, ont abandonné parce que garder ce rythme effréné, ça n'a rien de simple. Et donc, dans ce même acabit, il y a une autre chose que vous devez absolument comprendre, c'est que vous devez aimer le process. Il y a une phrase que j'adore qui dit que celui qui aime marcher ira toujours beaucoup plus loin que celui qui aime seulement la destination. Ça vous fait sens cette phrase ?
Moi, c'est une phrase qui est hyper importante parce que l'idée, Michael Jordan, aujourd'hui, s'il est devenu l'un des meilleurs dans sa catégorie, c'est parce que il aimait pas simplement le résultat, il aimait pas simplement gagner, mais il aimait s'entraîner, il aimait souffrir, il aimait jouer au basket, il aimait se veiller jusqu'à tard le soir pour pouvoir s'entraîner ou autre. Il aimait tout simplement s'entraîner et il aimait la difficulté. Et quand on vous regarde les créateurs, il y a cette vidéo qui est assez géniale justement de toujours Logan Paul, qui explique en 2022 qu'il a adoré son année parce qu'il a adoré son métier. Et en fait, il fait une déclaration d'amour à tout simplement ce qu'il fait, à son travail. Et c'est pour ça que le gars tiendra super longtemps. Et c'est pour ça aujourd'hui que il réussira à persévérer et à réussir année après année. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait au tout début quand j'ai essayé de me lancer suite à la publication de Michael Aguilar. Quand Michael Aguilar m'a fait ma publication, je me suis dit, allez, je vais faire exactement comme lui et je vais faire une publication par jour sur LinkedIn. Problème? Moi, j'aime pas en fait ça. Moi, faire des publications tous les jours, ça me saoule. J'ai jamais été un gars qui adorait écrire. J'ai jamais été un gars qui aimait faire des petits articles ou autres. Et donc, j'avais aucune chance de tenir. C'est sûr que déjà que j'aime pas ça, si en plus de ça, je me chope tous les obstacles que je rencontre, j'ai aucune chance de tenir sur le long terme, ça c'est sûr. Et donc, j'ai dû trouver quelque chose qui fonctionnait un peu mieux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à ce moment, quand j'avais presque abandonné de faire des publications, il y a l'un de mes amis qui s'appelle Tip Talks. Est-ce que vous le suivez? Il parle de finance sur les réseaux. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un de mes amis qui arrive et qui me parle qui me dit que lui, il a envie de faire du contenu et il s'est lancé sur TikTok. À l'époque où, comme tout le monde, je pensais que TikTok, c'était uniquement des filles qui twerkaient ou autres. Donc moi, je me suis dit que j'allais peut-être pas m'y mettre. Et au final, j'ai vu que Thibaut, il commençait à réussir. J'ai vu qu'il commençait à avoir une communauté de dingue, qu'il a réuni plus de 200 000 abonnés très rapidement. Et donc, c'est à ce moment que je me suis dit, c'est vrai que moi, j'aime pas trop faire des publications. Par contre, tourner des vidéos, mais carrément. Ça, j'ai carrément envie de le faire et j'ai carrément envie de me jeter là-dedans pour essayer de moi aussi réussir sur cette niche. Moi aussi, j'ai envie de m'imposer. Moi aussi, j'ai envie de faire des vidéos, etc., etc. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Aujourd'hui, j'aime tellement faire des vidéos que j'exagère à peine en disant que je pourrais le faire sans payer, sans être payé. J'exagère, hein. Mais l'idée, c'est vraiment que faire des vidéos, c'est tellement un kiff pour moi. J'aime tellement partager quand je vois des idées, quand j'ai des idées qui arrivent. Je me dis tellement, oh putain, génial, je vais pouvoir utiliser le storytelling, je vais pouvoir la balancer, je vais pouvoir y aller. J'aime tellement ça que je pourrais le faire de façon illimitée. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut avoir une passion irrationnelle pour ce que vous faites. Il y a une autre phrase de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui dit que seules les personnes assez folles pour vouloir changer le monde y parviennent. Et moi, je pense que c'est exactement ça. Il y a que ceux qui sont assez passionnés, qui sont assez fous pour s'accrocher malgré les tonnes d'obstacles que vous rencontrez. Et donc, je suis désolé pour la banalité de la phrase que je vais vous dire, mais la priorité, si vous voulez tenir, que ce soit dans le contenu ou autre, c'est d'être passionné par ce que vous faites. Parce qu'il n'y a que les passionnés qui arrivent à tenir à ce niveau-là. Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a qui ont essayé de suivre leur passion ou autre. Moi, je vous encouragerais. Je sais qu'il y a plusieurs avis là-dessus. Parfois, il faut faire forcément des trucs qu'on n'aime pas. Mais généralement, sur cette catégorie, si vous êtes passionné, vous allez pouvoir tenir sur le très très long terme, je pense. Ensuite, il faut devenir antifragile. J'ai un petit peu abordé ce terme tout à l'heure. Et vous allez voir que moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Vous connaissez tous le mythe de ce serpent à qui on coupe la tête et qu'il y en a deux qui repoussent. Et bien vous devez être ce serpent. Aujourd'hui, quand Kobe Bryant se blessait, c'est dans le livre Relentless que je vous recommande, c'était un truc de ouf parce que son objectif, c'était que chaque semaine d'immobilisation, il devait revenir à chaque fois 2 fois plus fort. S'il se blessait 2 semaines, il revenait 4 fois plus fort et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il voulait absolument qu'aucune de ses blessures ne l'affaiblisse et qu'au contraire, elle le renforce. Et donc, il est devenu antifragile parce que maintenant, il n'avait plus peur de rien. Il pouvait lui arriver ce qu'il voulait. À chaque fois qu'il se blessait, il allait revenir 2 fois plus fort. Et c'est ça qu'est un antifragile. Est-ce que vous avez vu Oussama Ammar, comment il essaie en ce moment de gérer le bad buzz? Il essaye de devenir antifragile. C'est prodigieux. Il a fait plusieurs vidéos dans lesquelles il prend les haters et les commentaires négatifs à contre-pied. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se
parodie lui-même. Il a fait une vidéo, là, je crois qu'elle est à des millions de vues, dans laquelle il fait lui-même, il raconte un mytho, il explique que c'est lui qui a aidé Drake à trouver son nouveau nom, ouais, le nom exactement, Nevermind. Il dit qu'il a fait un plan à 4 avec Drake aussi. Il surfe en fait sur le bad buzz et c'est prodigieux parce que quand vous avez ensuite quand vous allez voir dans les commentaires, les gars ils sont dithyrambiques ou autres et il est en train en fait de singer ceux qui le singent. Alors on verra si ça marche, mais ce qui est intéressant c'est que quand vous êtes comme ça antifragile, c'est monstrueux. Un autre exemple d'antifragilité. Alors attention, j'analyse pas du tout le fond du personnage, mais juste son truc marketing. Un gars comme Zemmour, il est antifragile parce que c'est incroyable. Il a surfé sur tous les bad buzz qui étaient sur lui. Et à chaque fois qu'on lui faisait un reproche, il capitalisait sur ce bad buzz pour dire, regardez, vous voyez, ils veulent me faire taire ou autre. Et c'est exactement comme Donald Trump ce qu'il a fait. Donald Trump aujourd'hui, quand il a été connu, c'est exactement ça. Toutes les personnes qui le critiquaient, il essaie de devenir antifragile et les critiques le rendaient plus fort. Moi, comment j'essaye de devenir antifragile? Je réponds à la question de comment je gère les bad buzz. Comme je vous ai montré pour la merde, à chaque fois qu'il y a un gars qui me clash un petit peu trop, eh ben, ce que j'essaye de faire, c'est de capitaliser sur son commentaire et de lui répondre. Par exemple, il y a un gars qui me dit que j'arriverai même pas à lui vendre une chaussette. Pas de souci, je vais lui vendre une chaussette. La merde, quand le gars me dit que j'arriverai même pas à lui vendre de la merde, je lui vends de la merde. Quand un gars me dit que j'arriverai même pas à lui vendre un tire-bouchon, je lui vends un tire-bouchon. J'ai fait une autre vidéo qui a super bien marché, dans laquelle un gars me dit « Si tu avais vraiment des clients, tu ne passerais pas ton temps à faire des vidéos. » Pas de souci. Je lui ai expliqué que j'adorais perdre des heures entières à faire des vidéos et que si je faisais ça, c'était uniquement parce que j'étais une ONG à but non lucratif. Et l'idée, c'est que en faisant ça, vous êtes vraiment antifragile parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous faire détruire. C'est chaque critique, chaque obstacle que vous rencontrez vous permet d'aller toujours plus haut. Donc l'idée, c'est vraiment que vous devez apprendre à devenir plus fort après chaque obstacle. Ça vous fait sens aussi, ça, ce concept d'antifragilité? Et le dernier, c'est de rester focus. Aujourd'hui, vous avez tous, ici, tous dans la salle, une opportunité de dingue. C'est qu'il n'a jamais été aussi facile de réussir. Pourquoi? Parce que dans le siècle de l'attention, vous avez compris que l'attention était votre ressource la plus chère et que tout le monde essayait de vous la subtiliser. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde essaye de subtiliser votre attention, mais tout le monde essaie aussi de subtiliser l'attention de vos concurrents. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, face à vous, vous avez des zombies. Quand il y a 50 ans, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas toutes ces sollicitations. Les gens étaient 100% focus, ou en tout cas, ils l'étaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, et ils n'étaient pas tout le temps dérangés par une notification, ils n'étaient pas tout le temps dérangés par une information, par le flux d'actualité de TikTok ou avant même de Facebook. Et alors qu'aujourd'hui, votre concurrent, par exemple, si vous voulez réussir à choper un poste ou autre, dites-vous que ce concurrent, lui, il va avoir des tonnes et des dizaines de sollicitations de partout. Le petit bâtard qui essaye de me copier, eh ben lui, je sais que ce petit bâtard a des dizaines et des dizaines de sollicitations autour de lui. Il a TikTok, il a des gars qui le sollicitent de toutes parts. Et donc, je sais que finalement, je suis pas en train de me battre contre un gars qui a 100% de ses capacités parce qu'il est simplement à 60% focus ou autre. Et l'avantage, c'est que moi, je le sais, ça. Et donc, j'ai vraiment décidé de me focus. J'ai compris aujourd'hui que l'attention était ma ressource la plus précieuse, alors je la dépense uniquement pour des bonnes choses. Est-ce que vous connaissez le deep work? Le deep work, ça a changé ma vie. C'est en fait une méthode de travail toute simple où vraiment, pendant 2 heures, je me coupe de toute distraction. Je mets mon portable. J'ai acheté sur Amazon et je vous recommande pour 20 €. Vous pouvez acheter en fait une box dans laquelle vous mettez votre portable et le portable est locké pendant par exemple 2 heures ou autre. Donc vous ne pouvez pas l'ouvrir tant que vous n'avez pas fini les 2 heures. Et ça a changé ma vie parce que déjà, je vois que je suis un putain d'addict et que toutes les 30 secondes, je cherche mon portable ou autre tellement je cherche où il est, que j'ai pas l'habitude de pas l'avoir dans ma poche. Et en plus de ça, ça me permet d'être tellement plus focus ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est très compliqué. Et on voit vraiment que notre cerveau, il n'a plus l'habitude de s'ennuyer. Et donc, aujourd'hui, vous avez l'habitude que dès que vous vous ennuyez, dès que vous avez un truc qui vous embête un peu, hop, vous sortez votre portable et ça libère de la
dopamine. Ça libère de la dopamine. Et donc, vu que votre cerveau, comme je vous l'ai dit, est complètement addict à cette dopamine, eh ben, il vous en redemande et il vous demande absolument de sortir le portable pour satisfaire son envie de dopamine. Et là, l'idée, c'est que si vous parvenez à rééduquer votre cerveau et à lui apprendre à ne pas avoir immédiatement un flux de dopamine dès qu'il le demande, et ben petit à petit, il va commencer à se reconcentrer. Il va commencer à apprendre de nouveau à rester focus sur une tâche et vous allez pouvoir avancer plus facilement. Et si vous faites ça, ce qui est génial, c'est que là, directement, vous ne serez plus à 60%, vous serez à 80%, ensuite vous serez à 90%, et donc vous vous battrez contre des gars qui, eux, sont à 60% parce qu'eux ne font pas ça. Et donc, vous devez absolument apprendre à rééduquer votre cerveau sur ça. Donc, les amis, si en plus de la première pilule, vous commencez à prendre cette deuxième pilule où vous apprenez à devenir relentless, vous apprenez à aimer le process, vous devenez antifragile et ensuite vous restez focus, là, vous allez réussir à atteindre des sommets complètement dingues. Et quand je disais au début que la phrase de Steve Jobs, c'est-à-dire que le médicament a un goût amer, mais le patient en a besoin. Pour cette conférence, j'aurais pu vous partager des dizaines et des dizaines de techniques. J'aurais pu vous expliquer peut-être comment optimiser l'algorithme TikTok, comment optimiser l'algorithme YouTube ou autre. Si je vous partage ça, c'est parce que je suis convaincu à 2000% au fond de moi que c'est ça qui va faire plus la différence. Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'aventure YouTube horizontale, qui est un autre game complètement différent de ce que je fais sur le YouTube vertical. Et pour l'instant, voilà, c'en est qu'au début, ça galère. Et vraiment, je pense que ce qui va faire la différence, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je vais m'accrocher. Je me suis promis, quoi qu'il arrive, que je ferai 150 vidéos YouTube avant de faire d'éventuelles constatations ou autres. Et je sais que c'est ça qui va me permettre de réussir. MrBeast l'expliquait dans sa vidéo. Il expliquait qu'aujourd'hui, selon lui, la clé, c'est tout simplement d'avoir une détermination sans faille et de réussir. C'est ce qui permet à des Tony Parker de réussir. C'est ce qui permet à des Cristiano Ronaldo d'être au top ou autre. C'est ça aujourd'hui, c'est la détermination. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez apprendre à devenir relentless ou autre, je vais vous partager un protocole que je suis moi depuis maintenant à peu près, je le suis officiellement depuis 1 an et demi, mais je commence à le traquer simplement depuis début 2023. C'est un Google Sheet que j'ai mis en place, que je traque, que à la fin de chaque journée, je vais voir si j'ai fait quelques habitudes. Je vous ai dit que les influenceurs mettaient en place des habitudes et je me suis rendu compte que donc il y avait plusieurs habitudes qui mettaient en place. Et donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais les traquer pour être sûr de les traquer tous les jours. Premièrement, la méditation. Alors moi, honnêtement, la méditation, je pensais que c'était fait pour les femmes enceintes au début. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc complètement dingue parce que ça entraîne le cerveau, ça entraîne directement votre concentration, votre attention. Qui fait de la méditation ici? Ah ouais, quand même. Vous faites de la visualisation aussi? Moi, c'est hallucinant comme ça a changé ma vie de faire cette méditation. Ça me permet vraiment d'entraîner mon cerveau, de lui réapprendre à se concentrer, de visualiser certaines choses, d'apprendre à contrôler ma respiration ou autre. Et donc, tous les jours maintenant, avant de commencer, je fais 10 minutes de méditation. Et ces 10 minutes de méditation m'aident encore une fois à me couper d'éventuelles distractions, à limiter mes pulsions portables ou autres. Et donc, moi, je vous recommande aujourd'hui de vous former sur ça parce que franchement, c'est quelque chose qui change la vie. Et toutes les personnes que je vous ai présentées ont expliqué qu'elles suivaient de la méditation. Il y a un moment, c'est énorme, dans un room tour de Logan Paul. Donc, c'est un YouTuber qui vient filmer sa maison comme ça se fait souvent aux États-Unis. Et le gars, on arrive dans sa salle de bain et on se rend compte que dans sa salle de bain, il y a carrément sur 3 mètres sur 3 mètres, il y a une énorme feuille dans laquelle il a mis toutes ses motivations, toute sa visualisation, toutes ses gratifications ou autres. Donc, c'est complètement un gars qui est omnibulé par ça. C'est complètement faux. Ensuite, évidemment, le deep work. Je vous en ai expliqué, je vous en ai brièvement parlé. L'idée du deep work, moi, je vous conseille de faire 2 sessions de deep work tous les jours où vous allez vous dire, OK, pendant 2 fois 2 heures, je mets un timer. Je mets un timer de 2 heures dans lequel je ne fais rien d'autre que une tâche. Par exemple, essayer de trouver une idée de vidéo ou alors essayer de faire un positionnement, un script de vente, etc. Ensuite, lire 10 pages d'un livre. Pareil, désolé, je suis même un petit peu gêné de vous partager un truc aussi banal, mais ça a aussi complètement, moi, changé mon quotidien de me dire tous les jours, je lis 10 pages d'un livre. Ça me permet de trouver mes idées.
Ça me permet de collectionner évidemment plusieurs idées ou autres, et à l'ère de ChatGPT, ce qui est fantastique, c'est que moi, à chaque fois, à la fin du livre, à la fin de mes 10 pages, je note les 2-3 idées que j'ai apprises de ma session de lecture. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est que je les fous dans ChatGPT et je lui fais un prompt dans lequel je lui demande de faire du storytelling, dans lequel je lui demande d'être polarisant et dans lequel je lui demande de suivre certains formats que moi j'ai créés. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, avec ces 3 systèmes, ChatGPT va digérer mon idée et il va carrément me faire une structure potentielle d'une idée de vidéo. Donc, je vous donne ça gratos. C'est assez ouf, ça marche super bien et ça m'a fait gagner un temps de dingue sur la génération et la création de contenu. Et ensuite, je vous ai parlé de concrètement voilà de comment stimuler votre dopamine, comment trouver des idées ou autre. Et ben moi, je fais 1 heure de sport et une douche froide. C'est tout bête, mais ça booste de fou mes capacités cognitives. Et c'est complètement dingue, c'est complètement fou parce que ça me permet vraiment de trouver toutes mes idées. Et moi, c'est là où, généralement, quand je combine les 10 pages d'un livre, plus le deep work, plus l'1 heure de sport et une douche froide, c'est là où je trouve toutes mes idées et où je ne manque jamais de contenu, où à chaque fois, je me débrouille pour avoir à chaque fois des contenus et des vidéos tous les jours à publier. À ce sujet, il y a quelque chose que j'aime bien faire, moi, pour vous apprendre une stratégie. Bah, je vous la fais sur vous directement. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. On parlait d'Andrew Tate. Tout le monde connaît Andrew Tate ou pas? Donc Andrew Tate, alors s'il y en a qui connaissent pas, comment résumer ce gars? C'est quelqu'un qui a en fait, c'est un ancien boxeur qui ensuite a fait de la télé-réalité au Royaume-Uni, me semble. Et ce gars, en fait, il a défrayé la chronique parce qu'il a une vision il se décrit en fait dans certaines de ses vidéos. Il y a une vidéo où il s'est décrit comme le roi de la masculinité toxique. Et donc en fait, lui, comment il s'est fait connaître? Par le principe de contagion. La contagion, c'est simple. Il faisait des speeches et dans une formation ensuite qu'il vendait à plein de personnes, il leur a dit bon bah écoutez les gars, si vous voulez aujourd'hui vous faire connaître, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez reprendre mes vidéos et les partager un petit peu partout. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez, c'est ce qui se fait. On parlait d'Oussama Hamar, c'est exactement ce qui se passe malgré lui. C'est-à-dire que les gens prennent le podcast, ils le coupent et ils le redistribuent de partout. Ça s'appelle la contagion. Donc la contagion, il y a plein de façons de la faire. Moi aujourd'hui, je vais la faire de façon beaucoup plus mesurée que Oussama Hamar et surtout Andrew Tate. L'idée, c'est que si jamais vous voulez que je vous envoie le protocole Limitless, vous pouvez directement faire une petite story, m'identifier sur Instagram et je vous enverrai directement en message privé le protocole Limitless qui vous permettra justement de faire toutes les différentes habitudes que je vous ai montrées. Et l'idée, oui, ça, c'est un exemple de contagion parce que du coup, je capitalise directement sur un event ou autre. Et l'idée, c'est de rebondir sur ça pour que vous prenez en photo directement ce PowerPoint et vous l'envoyez sur vos stories. Et vous, quand vous allez faire aujourd'hui du contenu sur les réseaux, quand vous allez faire des interventions ou autres, essayez de capitaliser sur ça. Si vous capitalisez sur ça, ça va faire un effet boule de neige et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que vous allez réussir à profiter d'un événement et de contaminer ensuite les autres. Andrew Tate l'a fait, ça a été complètement dingue, ça a fonctionné de fou. Aujourd'hui, si Oussama Hamar a eu une cote de popularité qui est venue en bombe comme ça, c'est aussi grâce à ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire, c'est très puissant. Alors, pour conclure, l'attention, aujourd'hui, est la ressource la plus précieuse que vous pouvez avoir. J'ai des exemples de dingue. Vous regardez aujourd'hui Harry et Meghan, les membres donc de la famille royale d'Angleterre. Ils ont décidé de quitter donc la famille royale et de renoncer donc à tout leur revenu potentiel et autres. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils savaient pertinemment qu'aujourd'hui, avec l'attention qu'il y avait sur eux, ils n'auraient aucun souci pour rentabiliser ça et pour réussir à gagner de l'argent. Pour preuve, en l'espace de, je sais pas, ça doit faire peut-être 6 mois, 1 an qu'ils ont quitté la couronne, directement là, ils ont réussi à vendre une série Netflix. J'ai peur de dire une bêtise, je crois, dans 100 millions d'euros, peut-être, ou 80 millions ou 120 millions d'euros, je crois. Ensuite, ils ont réussi il y a Harry qui a sorti un livre, il y a ensuite Oprah qui leur a proposé de faire une interview. Et donc, en trois actions, grâce à l'attention qu'il y avait sur eux, ils ont réussi à capitaliser dessus. Et maintenant, ils n'ont plus aucun problème d'argent. Ensuite,
Pour l'attention, si vous voulez trouver un job, vous devez savoir comment capter l'attention. Si vous voulez vendre un produit, vous devez réussir à capter l'attention. Si vous voulez vous créer une communauté, vous devez réussir à capter l'attention. Donc, maintenant, l'idée, vous devez comprendre, encore une fois, comment appliquer le vrai super pouvoir de la vente pour capter l'attention sur les réseaux sociaux. Et ensuite, vous devez suivre des habitudes qui vous permettront dans le top 1% de vos industries grâce au protocole Limitless. C'est tout ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui. C'est la seule et unique chose que vous devez avoir à votre disposition. Donc maintenant, si vous avez envie de faire, à vous de jouer. Merci.